Lors des funérailles de ma fille, ma petite fille m'a tendu un papier en disant « Mamie, ma maman n'est pas celle qui est dans le cercueil, ne fais pas confiance à mon beau-père, s'il te plaît, et appelle immédiatement la police. » 7 minutes plus tard, toute la vérité a éclaté. Avant de commencer, raconte-moi dans les commentaires, de quelle ville m'écoutes-tu? J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire est arrivée. Maintenant, prépare-toi. Ce que tu vas entendre n'est pas seulement une histoire. C'est un avertissement, une vérité déguisée en douleur et un cri étouffé qui a enfin trouvé sa voix. Elle était sûre que sa fille n'était pas celle qui reposait dans ce cercueil. Estla avait 53 ans, la peau tannée par le soleil, les mains rugueuses de tant laver le linge des autres et l'âme raccommodée par la foi. Une femme qui connaissait la valeur d'une prière mais aussi le poids du silence. Elle avait élevé sa fille seule, sans un sou, affrontant les moqueries pour vendre des empanadas dans la rue et luttant contre une société qui punit davantage les mères pauvres que les pères absents. Et maintenant, devant ce cercueil fermé, entourée de couronnes qu'elle ne pouvait pas payer, elle tentait de comprendre comment la vie lui avait échappé ainsi, soudainement, sans avertissement, sans justice. Sa petite fille, Luciana, âgée de seulement 6 ans, serrait sa petite main avec force. Elle avait pleuré en silence toute la journée, mais ses yeux restaient attentifs, trop éveillés pour une fille de son âge. Estla, le cœur encore brisé en 1000 morceaux, la caressait avec tendresse. Les deux, si seuls dans cette mer de visages graves, murmuraient des prières tandis que les gens passaient en laissant fleurs et commentaires forcés. Pauvre Camilla, si jeune, disait une femme d'une voix creuse. Et cet homme, le mari, n'a même pas versé une larme, murmurait une autre, plus bas, regardant du coin de l'œil Marcelo, qui parlait au téléphone près du portail. Marcelo, grand, mince, chemise repassée et chaussures brillantes, semblait déplacé. Il avait dit à Estla qu'il préférait rester fort pour Luciana, qu'il ne voulait pas qu'on le voie pleurer. Mais Estla l'observait, et quelque chose en elle s'agitait chaque fois qu'il parlait au téléphone, toujours de dos, baissant la voix. Soudain, Luciana tira sur la robe de sa grand-mère. Elle avait les yeux fixés sur le sol, la voix à peine audible. « Mamie ? Quoi, mon amour ?» Luciana mit la main dans la poche de sa robe et sortit un papier froissé, comme si elle l'avait caché depuis des heures. Elle le tendit avec une expression si sérieuse qu'Estla frissonna. « Lis-le toi-même, mais ne le dis pas à voix haute, et ne le montre pas à Marcelo. » Estla l'ouvrit, les mains tremblantes. En lettres enfantines, désordonnées mais affirmées, le message était clair comme un éclair en pleine nuit. « Mamie, ma maman n'est pas celle qui est dans le cercueil. Ne fais pas confiance à mon beau-père, s'il te plaît. Appelle la police immédiatement. » Son cœur fit un bond si fort qu'elle crut un instant qu'elle allait s'évanouir. Elle sentit un bourdonnement dans ses oreilles. Tout autour d'elle devint lointain, comme si la scène s'était arrêtée. Elle rangea le papier dans son sac, presque instinctivement, et regarda sa petite fille, qui jouait maintenant avec le bout de sa tresse comme si rien de grave n'était arrivé. « Luciana, pourquoi as-tu écrit ça? Je ne peux pas te le dire maintenant, mamie. Si je raconte tout, il va se fâcher beaucoup. Et ma maman m'a dit de te le donner seulement si elle n'était plus entendue en train de chanter la nuit. » Estla ne sut que répondre. Son âme se déchira en deux. Était-ce le délire d'une enfant qui ne savait pas comment gérer la perte? Ou y avait-il autre chose? Le visage de Marcelo apparut au fond, regardant Luciana avec un sourire faux. « Prête à partir ?» demanda-t-il. « Il se fait tard. Le père a dit que la crémation aura lieu demain. Tout est prêt. » Estla sentit une douleur traverser sa poitrine. « Crémation ? Camilla n'avait jamais voulu cela. Elle disait toujours qu'elle avait peur de ne pas reposer entièrement. Pourquoi tout si vite? Tu ne penses pas que nous devrions attendre un peu plus? Demanda Estla prudemment. Il y a de la famille qui n'a pas pu arriver. De plus, nous n'avons pas eu d'autopsie. Ne devrions-nous pas? Marcelo l'interrompit. Autopsie? Pourquoi faire? C'était un accident. C'est déjà confirmé. Écoute, Estla, je sais que tu traverses un moment difficile, mais je m'occupe de tout. S'il te plaît, fais-moi confiance. Estla hocha simplement la tête. Ce n'était pas le moment de l'affronter.
Mais quelque chose dans sa poitrine s'était déjà éveillé. Arrivée à la maison, Luciana s'endormit rapidement. Estla la couvrit et alla s'asseoir dans la salle à manger. Elle reprit le papier et le lut 1, 2, 3 fois. Chaque mot pesait comme une pierre. Dans sa tête, l'image de Camila revenait sans cesse. Cette fois où elle avait raconté en pleurant que Marcelo avait commencé à changer. Qu'il ne la regardait plus de la même manière. Qu'il disait qu'elle devait apprendre à obéir, et que il savait ce qui était mieux pour la famille. Estla ne l'a pas pris au sérieux. Comme beaucoup de mères, elle a pensé que ce n'était qu'une dispute de plus. Qu'ils se réconcilieraient. Maintenant, ce souvenir la rongeait de l'intérieur. Le lendemain matin, elle se rendit à l'endroit où travaillait Marcelo. Un supposé bureau de conseil et accompagnement pour projets féminins. Il était fermé. Une voisine lui dit qu'on ne le voyait presque jamais là. Qu'il faisait tout depuis chez lui. Cet après-midi-là, tandis que Luciana dessinait assise par terre, Estla s'approcha. « Mon amour, j'ai besoin que tu me dises la vérité. As-tu vu quelque chose de mal ?» Luciana arrêta de dessiner. Elle garda le silence. Puis dit « Je l'ai entendu pleurer, beaucoup de nuits. Une fois, je l'ai vue dans la salle de bain, elle avait du sang dans la bouche. Elle m'a dit qu'elle était tombée, mais je sais que ce n'est pas vrai. Et Marcelo ? Il me disait de ne pas en parler. Que si je parlais, maman partirait pour toujours. » Estla ressentit une vague de colère et de peur. Ce soir-là, sans rien dire, elle fouilla dans sa vieille boîte en bois. Là se trouvait le numéro qu'elle n'avait pas composé depuis 20 ans, celui du commissaire Aguilar. Un homme avec qui elle avait partagé plus qu'une amitié dans le passé. Elle ne l'avait pas revu depuis, mais savait qu'il travaillait toujours dans la force. Elle composa le numéro. Au deuxième son, une voix rauque répondit. « Commissaire Aguilar ? Qui est à l'appareil ? C'est Estla Ramirez. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. » Il y eut un silence. « Estla. Bien sûr que je me souviens. Ça va ? Je ne sais pas. J'ai besoin d'aide. Je ne veux pas parler au téléphone. Pouvons-nous nous voir ? Dis-moi où tu es. J'arrive. » Ce soir-là, Estla pouvait à peine tenir debout. Luciana dormait paisiblement, comme si enfin le poids de garder un secret s'était un peu allégé. Aguilar arriva 1 heure plus tard. Cheveux gris, uniforme impeccable et ce regard qui n'avait pas changé. En la voyant, il l'embrassa avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Estla, cela fait des années que je n'avais pas de nouvelles. Que se passe-t-il » Estla l'emmena à la cuisine, ferma la porte et lui montra le papier. Aguilar le lut sans dire un mot, mais fronça immédiatement les sourcils. « Ta petite fille a écrit ça ? » ?»« Oui. »« Et tu es sûr que ce n'est pas une confusion ? Parfois les enfants. » »« Ce n'est pas le cas. Elle dit que sa mère n'est pas morte. Que la femme dans le cercueil n'était pas Camila. » Aguilar resta silencieux, pensif. « As-tu une photo récente de ta fille ?» Estla en sortit une du réfrigérateur. Aguilar la regarda attentivement. « Je dois aller au cimetière. Voir les documents. Savoir qui a signé l'acte. Marcelo a tout organisé. On ne m'a même pas laissé bien voir le visage. Il était blessé, ils ont dit que c'était à cause de l'accident, mais... Nous allons enquêter. » Avant de partir, Aguilar s'approcha de Luciana, qui s'était réveillée et le regardait depuis le couloir. « Bonjour, petite, je suis un ami de ta grand-mère. Je m'appelle Daniel. » Luciana le regarda fixement et murmura. « Tu peux retrouver ma maman ?» Aguilar se pencha à sa hauteur, avec un nœud dans la gorge. « Je vais faire tout mon possible, d'accord ?» Luciana acquiesça. Puis elle s'approcha d'Estla et dit, d'une voix basse mais ferme. « Ce n'est pas l'odeur de ma maman. » Cette phrase, dite avec tant de certitude, glaça le sang d'Aguilar. Estla la serra fort dans ses bras et sut, au fond d'elle, que ce qu'elle croyait clos commençait à peine à s'ouvrir. Cette nuit-là, le silence n'apporta pas la paix. Et ce qui allait venir, changerait tout.
L'horloge indiquait 2h47 du matin lorsqu'Aguilar retourna à sa voiture, garée à un pâté de maison de la maison d'Estla. Dehors, l'obscurité semblait plus épaisse que d'habitude, comme si quelque chose dans l'air pressentait ce qui était sur le point d'être révélé. Il ferma la porte silencieusement, démarra le moteur et ne dit pas un mot. Il serra juste le volant avec force. Dans sa tête, la phrase de la fillette résonnait sans cesse, « Ce n'est pas l'odeur de ma maman ». Il avait vu des choses terribles au cours de ses années de service. Des corps mutilés, des disparitions sans réponse, des enfants pleurant dans les couloirs des hôpitaux pour des parents qui ne sont jamais revenus. Mais jamais, en toutes ces années, il n'avait ressenti une inquiétude aussi aiguë que celle qu'il ressentait maintenant. Non pas à cause de l'affaire, mais à cause de ce qui se cachait derrière elle. Car si ce qu'il soupçonnait était vrai, ils n'étaient pas face à une simple tragédie familiale. Ils étaient face à quelque chose qui pourrait tout entraîner avec lui. À 7 heures du matin, Aguilar arriva au cimetière municipal. Il montra sa carte professionnelle, salua le responsable d'une poignée de main ferme et demanda l'accès aux documents concernant l'entrée du corps qui allait être incinéré. « C'est Madame Camila Ramirez, dit-il, sans mentionner son lien avec Estla. Il y a eu certaines irrégularités dans le certificat de décès. J'ai besoin de voir l'acte complet. » Le responsable, un homme grisonnant à l'allure négligée, cligna plusieurs fois des yeux et se gratta la tête. « Oui, bien sûr. Attendez un instant. » Il revint quelques minutes plus tard avec un dossier beige entre les mains. Aguilar l'ouvrit et commença à examiner les documents. La première chose qu'il remarqua fut le nom du médecin ayant signé l'acte. Un nom qui n'apparaissait pas dans les registres officiels de la région. La deuxième, la cause du décès, électrocution par appareil domestique. Et la troisième, et la plus grave, fut la date d'entrée du corps, 2 jours avant la supposée mort. « C'est correct ?» demanda Aguilar en pointant le document. « Ce qui est arrivé, c'est ce que je donne, chef. Le corps est arrivé scellé. La maison funéraire a tout apporté prêt. Nous ne faisons que suivre le protocole. » Aguilar referma le dossier. Il ne dit rien. Sa seule demande fut que toute tentative de crémation soit immédiatement arrêtée et que le parquet soit contacté pour demander une ordonnance d'autopsie confidentielle. À quelques kilomètres de là, Estla tentait de préparer le petit déjeuner tandis que Luciana restait dans sa chambre, assise devant la fenêtre, le regard perdu. Marcelo était parti tôt, disant qu'il allait régler les papiers. Estla ne posa pas de questions. Elle n'avait pas la force pour un autre affrontement. Mais elle sentait que chaque seconde qui passait était un risque. Luciana appela elle depuis la cuisine, « Viens, mon amour. Allons manger. » La fillette descendit en silence. Elle s'assit sur la chaise sans toucher à son assiette. Elle murmura à peine. « Je ne veux pas retourner dans cette maison. » Estla se baissa devant elle. « Tu ne retourneras pas, mon amour. Tu n'es plus seule. Je te le promets. » Luciana la regarda avec ses grands yeux, remplis d'une tristesse ancienne. Comme si elle avait vu des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Parfois, j'entendais ma maman parler seule dans la salle de bain. Elle disait au miroir qu'elle n'en pouvait plus. Estla avala sa salive. Elle serra les lèvres pour ne pas pleurer. Les soupçons ne suffisaient plus. Elle avait besoin de preuves. Et elle savait que quelqu'un devait avoir vu ou entendu quelque chose. Plus tard, elle marcha avec Luciana jusqu'à la maison où vivait Camila. Pas pour entrer, mais pour observer. C'est là qu'elle le vit. Assis dans un vieux fauteuil à bascule, à côté d'une petite plante de romarin, se trouvait Don Pedro, le voisin d'Alexandra Côté. Un homme âgé, presque aveugle d'un œil, mais avec une mémoire d'acier. « Bonjour, Madame Estla, dit-il d'une voix rauque. Je suis vraiment désolé pour votre fille. » Merci, Don Pedro. J'ai besoin de vous parler, c'est important. L'homme acquiesça. Il leur offrit une place et un café qui sentait le passé. Estla alla droit au but. Avez-vous entendu quelque chose la semaine dernière? Un bruit étrange, quelque chose qui ait attiré votre attention? Don Pedro passa sa main sur son visage. Il regarda Luciana et hésita. Peut-elle entrer? J'ai des biscuits. Luciana obéit sans protester.
Elle comprenait déjà plus qu'on ne l'imaginait. J'ai entendu des cris, forts. Plusieurs nuits. Des coups. Et ce n'était pas la télévision. Camilla criait, elle disait, lâche-moi, laisse-moi sortir. Une fois, j'ai appelé la police, mais on m'a dit que c'était une affaire de couple. Qu'il ne pouvait rien faire sans plainte officielle. Estla porta ses mains à son visage. L'impuissance coulait dans son sang comme du poison. Et Marcelo? Ce n'est pas un homme de confiance. Toujours très correct, très propre. Mais de ceux qui ne regardent pas dans les yeux. Parfois, il partait la nuit et revenait avec des mallettes, et ce n'était pas pour le travail. L'avez-vous vu après la mort de ma fille? Oui. Il y a 2 jours, il est venu à ma porte. Il m'a dit que si je parlais à quelqu'un, il y aurait des conséquences. Qu'il y avait des choses qu'il valait mieux ne pas toucher. Estla serra les poings. La peur se mêlait à la colère. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils entendirent un bruit de moteur. C'était Marcelo, qui arrivait en voiture. Il descendit rapidement, le front froncé. « Que fais-tu ici, Estla ?»« Je suis venu chercher des affaires de Camilla pour Luciana, » mentit-elle avec naturel. Marcelo ne la crut pas. Il s'approcha du Porsche, ignorant complètement Don Pedro. « Tu n'as pas la permission d'être ici. Cette maison m'appartient maintenant. Cette maison est à ma fille. Il n'y a encore aucun document qui dise le contraire. » Marcelo la regarda comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais se retint. Il fit demi-tour et entra dans la maison, claquant la porte. Estla prit Luciana par la main. Cela suffisait. Ce n'était plus de l'intuition. C'était une certitude. Quelques heures plus tard, à la morgue, Aguilar attendait les résultats préliminaires de l'examen visuel du corps. Une jeune employée le conduisit dans une salle froide, où se trouvait le cercueil, encore fermé. « Puis-je le voir ?» demanda-t-il. « Bien sûr. Mais, il y a quelque chose que vous devez savoir. » La jeune femme hésita avant de parler. « Nous n'avons pas fait l'embaumement. Le corps est arrivé déjà préparé. Nous n'avons fait que le maquillage superficiel. Mais, c'était étrange. Le visage présentait des cicatrices très récentes. Chirurgie esthétique, apparemment. Et l'une des oreilles était légèrement déformée. Comme si quelqu'un avait essayé de la reconstruire. Nous n'avions jamais vu cela. Aguilar demanda d'ouvrir le cercueil. Lorsqu'ils l'ouvrirent, le visage de la femme ne ressemblait pas totalement à la photo qu'Estla lui avait donnée. Le nez était plus droit, les lèvres plus charnues, les pommettes plus hautes. C'était comme une version modifiée de Camilla. Semblable, mais pas identique. Il prit des photos. Enregistra une courte vidéo pour le parquet. Puis referma le couvercle. Il appela Estla. « J'ai besoin de te voir. Tout de suite. » Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Aguilar la regarda dans les yeux, avec une gravité qu'il ne tenta pas de cacher. « Je ne peux pas encore en être sûr. Mais je ne pense pas que cette femme dans le cercueil soit ta fille. » Estla ne sut pas si elle devait crier ou pleurer. « Alors, où est-elle ? » Nous allons le découvrir. Mais avant cela, j'ai besoin que tu me racontes tout ce dont tu te souviens. Chaque détail. Tout ce que Camilla t'a dit. Même le plus petit détail. Estla se souvint de leur dernière conversation. Camilla lui avait dit qu'elle voulait déménager. Que Marcelo n'était plus le même. Qu'il y avait des choses dans la maison qu'elle ne comprenait pas. Des bruits au sous-sol. Des lumières qui s'allumaient au milieu de la nuit. Et quelque chose d'autre. Quelque chose qui la tourmentait. Elle a dit qu'elle pensait qu'on la surveillait. Aguilar nota tout. Avant de partir, il dit. Je vais obtenir un mandat pour fouiller cette maison. Et quand nous le ferons, il est probable que ce que nous trouverons ne nous plaira pas. Cette nuit-là, Luciana fit à nouveau des cauchemars. Elle se réveilla en criant, les yeux remplis de terreur. Je ne veux pas descendre au sous-sol. Je ne veux pas que la dame me regarde méchamment. Estla la serra dans ses bras, tremblante. Il n'y avait aucun doute. Cette petite fille avait vu quelque chose qu'aucun enfant ne devrait voir. Et quelque part dans cette maison, dans un coin de cette histoire, la vérité se cachait.
Une vérité au visage modifié, aux dates altérées, au silence sacheté et à la peur semée. Estla ne dormit pas. Car ce qui allait arriver devait encore être révélé. Et ce qui était caché, commençait à se montrer. L'aube n'apporta aucun réconfort. Elle apporta de la tension. Elle apporta une vérité qui grandissait à chaque minute et s'enroulait dans les os. Estla regardait Luciana endormie, recroquevillée comme un chaton sous la couverture. Elle voulait croire que tout n'était qu'un malentendu, que sa fille apparaîtrait à tout moment à cette porte avec un sourire tremblant, disant que tout avait été une erreur. Mais elle ne pouvait plus se raccrocher à des illusions. Son intuition, cultivée pendant des années dans le silence de la pauvreté et de la maternité seule, lui criait que Camilla n'était pas morte. Et que si elle n'était pas morte, elle pouvait souffrir. Aguilar passa la chercher dès que le soleil se leva. Il était en civil, avec une vieille veste et une expression tendue. En montant dans la voiture, Estla sentit son estomac se nouer. « Es-tu sûre de vouloir entrer dans cette maison ?» demanda Aguilar sans la regarder. « Je veux savoir ce qui est arrivé à ma fille. » Aucune parole ne fut échangée pendant le trajet. Luciana était assise sur la banquette arrière, un carnet à la main. Elle dessinait des formes sans contour, mais aux traits sombres et violents. Aguilar l'observait dans le rétroviseur. Il savait que les dessins d'un enfant en disaient plus que 1000 déclarations légales. À l'arrivée, la maison était silencieuse. Une des fenêtres était brisée, le verre pendait comme un témoin muet. La porte principale n'avait pas de cadenas. Aguilar sortit sa carte de police avant d'entrer, tout en murmurant quelque chose à propos de l'ordre de perquisition qui lui avait été accordé à l'aube. Estla marchait derrière lui comme si chaque pas la poussait au bord d'un abîme. L'endroit était vide. Trop. Ni tableau, ni tapis, ni les jouets de Luciana. Juste de la poussière, des meubles recouverts de drap gris et une odeur de renfermé. Luciana s'arrêta brusquement devant une porte au bout du couloir. Elle la regarda comme si elle voyait une ombre. « C'est ici que maman criait. » Estla s'approcha, mais la porte ne s'ouvrait pas. Un cadenas en fer rouillé était placé à l'extérieur, comme si quelqu'un voulait empêcher quelque chose de sortir, plutôt que d'empêcher quelqu'un d'entrer. Aguilar sortit un pied de biche de son sac à dos et força le cadenas. Il fallut 3 essais. Lorsqu'il le brisa, le grincement sembla secouer toute la maison. En ouvrant la porte, un courant d'air froid les enveloppa. Ils descendirent un escalier étroit en bois. Il faisait sombre. Aguilar alluma une lampe torche. La lumière révéla un espace humide, avec des murs en béton non peint. À gauche, une table métallique rouillée. À droite, une chaise avec des sangles en cuir. Et plus loin, un vieux matelas taché de quelque chose qui ressemblait à du sang séché. Estla porta ses mains à sa bouche. Luciana ne descendit pas. Elle resta en haut, respirant fort. « Ne le laisse pas me voir, dit-elle en tremblant. » Aguilar parcourut la pièce avec la lampe. Il trouva une boîte en bois sous la table. À l'intérieur, un carnet noir. Les pages étaient remplies de noms. Des femmes. Toutes avec des dates. Certaines avec des croix rouges à côté. Un nom attira immédiatement son attention, Teresa Fuentes, disparue depuis 2 mois. Aguilar l'avait cherchée. Mère célibataire. Jamais retrouvée. Ce n'est pas un sous-sol, dit Aguilar. C'est une cellule. Estla ne pouvait pas parler. Elle regardait le matelas, les sangles, les taches. Elle avait l'impression que son âme s'échappait par sa gorge. Elle se rappela quelque chose que Camilla avait dit quelques semaines plus tôt, lorsqu'elle était venue la voir avec des cernes et une voix basse. Parfois, j'ai l'impression que cette maison veut m'engloutir. Aguilar prit des photos de tout. Il fit une vidéo. Il prit le carnet et le rangea dans un sac plastique. En sortant, Luciana se tenait à la porte. Les yeux larmoyants, mais debout. Ma maman dormait ici. Quand il disait que je me comportais mal. Estla la serra dans ses bras avec un désespoir qu'elle ne connaissait pas. Elle la pressa contre elle comme pour la protéger du passé, du présent et de l'avenir. De retour à la maison, la tension était si dense qu'il était difficile de respirer. Aguilar fit plusieurs appels. Il demanda une surveillance pour Marcelo. Il demanda d'accélérer l'autopsie.
Il demanda l'accès au registre du centre communautaire où Camilla disait être allée. Au fond, il savait que ce qu'il venait de découvrir n'était pas une histoire isolée. Ce n'était que la surface de quelque chose de bien plus sombre. Marcelo apparut cet après-midi-là. Il frappa fort à la porte. Estla n'ouvrit pas. Il insista. Il cria. Estla, ouvre la porte. J'ai besoin de te parler. Aguilar l'observait depuis la cuisine, téléphone en main. Je suis avec la police, cria Estla de l'intérieur. Ne t'approche pas de ma petite fille. Marcelo donna un coup de pied à la porte. Luciana se mit à pleurer. Vous ne pouvez pas m'enlever ma fille. Vous n'avez aucun droit, Estla. Tu n'es pas son père. Cria-t-elle, avec une fureur venue du plus profond d'elle-même. Aguilar sortit par la porte arrière et l'intercepta sur le côté de la maison. Éloigne-toi, Marcelo. Tu es sous enquête. Marcelo le regarda, avec cette expression qu'il avait toujours eue. Froid. Vide. Sous enquête pourquoi? Pour avoir perdu la femme que j'aimais? La femme que tu aimais est apparue dans un carnet avec d'autres disparus. Et dans un sous-sol avec des sangles. Marcelo sourit. Un sourire sans âme. Vous n'avez pas de preuves. Juste les suppositions d'une vieille folle et d'une fillette confuse. Aguilar ne répondit pas. Il avait déjà assez pour demander une ordonnance de restriction. Il le ferait officiel le lendemain. Marcelo partit. Mais il laissa une menace dans l'air. Estla la ressentit. Luciana aussi. Cette nuit-là, le téléphone sonna. Ici le médecin légiste du parquet. Nous avons les résultats préliminaires de l'autopsie. Estla prit une grande inspiration. C'est ma fille? La voix à l'autre bout fit une pause. La femme dans le cercueil ne correspond pas à l'identité génétique de votre fille. Ce n'est pas Camilla. Le monde d'Estla s'effondra comme du verre brisé. Alors, où est-elle? Nous ne le savons pas encore. Elle raccrocha. Tomba à genoux. Pleura en silence, pour ne pas réveiller Luciana. Quelques heures plus tard, elle écrivit dans son carnet, et si ma fille était vivante, ou pire? Car désormais, elle savait que le silence du sous-sol cachait des cris. Que le visage dans le cercueil n'était qu'un masque. Et que Marcelo n'était pas un homme en deuil. C'était un chasseur. Et sa fille, une proie qui respirait peut-être encore. Ou peut-être pas. Mais Estla n'allait pas s'arrêter. Car l'amour d'une mère, lorsqu'il se mêle à la vérité, se transforme en feu. Et ce feu, venait à peine de s'allumer. Estla se réveilla le cœur battant comme si on criait depuis l'intérieur. À côté d'elle, Luciana dormait enchevêtrée dans les draps, agrippée à son doudou avec une force qui faisait mal. Dehors, le ciel semblait figé, comme si le monde retenait son souffle face à ce qui allait être révélé. L'appel du médecin légiste résonnait encore dans son esprit. Ce n'était pas sa fille. Le corps dans le cercueil appartenait à une autre femme. Une femme inconnue, le visage manipulé, cachant sa véritable identité derrière des incisions chirurgicales récentes. Et maintenant, ce qui était autrefois un deuil se transformait en une recherche désespérée. Lorsqu'Aguilar arriva ce matin-là, il n'eut pas besoin de dire grand-chose. Il portait le carnet noir dans un sac plastique scellé. Il avait passé toute la nuit au commissariat à croiser les données, et ce qu'il avait trouvé lui glaça le sang. 9 noms, dit-il en s'asseyant dans la cuisine d'Estla. 9 femmes, toutes mères célibataires, toutes enregistrées dans le même centre communautaire. Certaines avec des signalements de disparition. D'autres, oubliées sans même une plainte. La majorité sans famille proche. Estla ne détachait pas les yeux du carnet. Camilla y est aussi allée, n'est-ce pas? Oui. 3 mois avant son supposé accident. Elle avait des réunions hebdomadaires avec une assistante sociale. Comment s'appelait-elle? Aguilar feuilleta quelques papiers. Paula Montenegro. Techniquement, elle était assistante sociale bénévole, sans diplôme enregistré. Mais j'ai trouvé qu'elle avait travaillé là pendant 5 ans, jusqu'à son renvoi il y a 2 ans. Pourquoi? On dit pour non-respect des protocoles. Mais j'ai trouvé une lettre d'elle à la direction générale de l'assistance sociale. Une plainte interne.
Et que disait cette lettre? Aguilar la posa sur la table. Elle disait que beaucoup de femmes entraient, mais peu sortaient. Estla sentit un frisson dans le dos. Où est-elle maintenant? C'est ce que nous allons découvrir. 1 heure plus tard, il traversait la ville en direction d'un quartier périphérique. Rue en terre, maison à moitié construite, chien maigre courant entre les décombres. Ils arrivèrent à une maison modeste, avec des murs écaillés et une porte en tôle rouillée. Ils frappèrent. Une femme d'une 40aine d'années les accueillit. Elle avait le visage tendu et les yeux effrayés. Paula Montenegro? Demanda Aguilar en montrant sa carte professionnelle. J'ai déjà tout dit aux affaires internes, je ne sais rien de plus, répondit-elle presque à voix basse, comme si elle craignait que quelqu'un d'autre entende. Nous ne venons pas au nom du système, intervint Estla, d'une voix ferme. Ma fille a disparu. Et j'ai besoin de savoir si vous pouvez m'aider à la retrouver. Paula les regarda, hésitante. Puis elle ouvrit complètement la porte et les invita à entrer. Le salon était rempli de papiers, dossiers, photos, documents en désordre. Sur une étagère, de vieux jouets, des livres pour enfants, des dessins collés avec du ruban adhésif. Quand je travaillais là-bas, je remarquais des choses, commença Paula en s'asseyant devant eux. Des femmes qui venaient chercher de l'aide et disparaissaient. On leur disait qu'on leur trouverait un emploi, un logement, une crèche pour leurs enfants. Mais ensuite, elles ne revenaient pas. On me disait qu'elles étaient parties de leur propre volonté. Mais je connaissais leur regard. Aucune ne voulait partir. Il leur arrivait quelque chose. Camila Ramirez? Vous vous souvenez d'elle? Paula se leva et fouilla dans un tiroir. Elle sortit un dossier bleu. Oui. Elle est venue 3 fois. Elle était douce, mais effrayée. Elle me disait que son partenaire contrôlait tout. Qu'elle ne pouvait pas sortir seule. Une fois, elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'être surveillée, même à l'intérieur du centre. Je lui ai offert de l'aide, je lui ai demandé de porter plainte. Mais elle a disparu avant de revenir une 4e fois. Aguilar nota chaque mot. Quelqu'un d'autre la connaissait? Une femme du centre qui aurait peut-être survécu? Paula hésita. Puis sortit une enveloppe de son sac. Juste une. Une fille qui s'est échappée avant d'être capturée. Elle ne m'a jamais donné son nom. Elle m'a juste laissé ça. Dans l'enveloppe, il y avait une carte. Une zone rurale, marquée d'une croix. Paula murmura. Elle a dit qu'ils y cachaient les enfants. Estla sentit son cœur battre dans ses mains. Ma petite fille a parlé d'une femme, qui aidait les enfants à s'échapper. Et que ma fille lui a dit que, si quelque chose arrivait, elle devait chercher la dame du parc. Alors c'est la même, dit Aguilar à voix basse. Allons-y maintenant. En traversant la ville vers la route, Luciana, sur la banquette arrière, regardait le ciel. Soudain, elle parla, sans regarder personne. Ma mère a dit que la dame du parc avait des mains douces, et qu'elle savait garder des secrets. Personne ne répondit. Il ne pouvait pas. Le nœud dans la gorge était trop grand. Le chemin était long. Ils passèrent par des villages oubliés, des stations-service vides, des silos abandonnés. Enfin, ils arrivèrent dans une zone boisée, où un panneau à moitié tombé indiquait « Refuge de l'espoir ». Une construction modeste en bois, entourée de grands arbres et d'un silence absolu. Un chien courut en voyant la voiture. Puis une femme apparut à la porte. Elle avait les cheveux attachés, les mains sales de terre, et un regard intense. Elle portait des vêtements simples et une expression de fatigue. Aguilar descendit de la voiture avec son badge à la main. « Bonjour. Nous cherchons la responsable du refuge. »« C'est moi, » dit la femme. Estla descendit aussi, tenant la main de Luciana. En les voyant, la femme sembla figée. Son regard se posa sur Luciana, puis sur Estla, et enfin sur Aguilar. « Camila Ramirez ?» demanda Estla d'une voix tremblante. « Est-elle ici ?» La femme ne répondit pas. Elle détourna seulement le regard vers une porte au fond de la propriété. Aguilar s'avança, mais avant d'arriver, la femme l'arrêta. « Je ne peux rien garantir. Ici viennent des enfants sans nom. Des femmes avec des cicatrices. Certaines ne veulent pas se souvenir.
Nous voulons juste la voir, dit Estla. C'est tout. La femme acquiesça et leur demanda d'attendre. Pendant ce temps, Estla observa l'endroit. Des enfants jouaient dans un coin. Certains dessinaient. D'autres regardaient le sol comme s'ils cherchaient des réponses. Une fresque sur le mur disait « Personne ne mérite d'être oublié ». Quelques minutes plus tard, la femme revint. « Vous pouvez entrer. » Mais seulement la grand-mère. Aguilar acquiesça. Estla entra. Elle marcha dans un couloir étroit jusqu'à une chambre aux rideaux blancs. Au fond, assise sur une chaise, se trouvait une silhouette mince, le visage partiellement couvert par une écharpe. La femme leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, ses joues marquées de cicatrices. « Camilla ?» murmura Estla. La femme cligna des yeux. Lentement, elle retira l'écharpe. Estla recula d'un pas. C'était elle. Sa fille. Plus maigre. Plus brisée. Mais vivante. « Maman » dit Camilla d'une voix brisée. « Luciana va bien ?» Estla courut vers elle. Elle la serra comme si elle voulait fusionner avec son corps. Elle pleura en silence. Les larmes mouillaient le cou de sa fille, mais cela n'avait pas d'importance. « Tu es vivante, tu es vivante. »« Merci, mon Dieu, merci. » Camilla pleurait aussi, mais avec un mélange de soulagement et de peur. « Je ne peux pas revenir. »« Pas encore. Il me cherche. J'ai échappé, mais d'autres n'ont pas réussi. »« Qui ? Marcelo ?» Camilla hocha la tête. « Et plus encore. Il n'est qu'une partie. Il y a des politiciens. Des entrepreneurs. Des gens puissants. Ils nous attiraient depuis ce centre, nous promettaient de l'aide. Puis ils nous faisaient disparaître. J'ai découvert les documents. Je l'ai confronté. Il m'a frappé. Il m'a enfermé dans ce sous-sol. Il pensait m'avoir brisé. Mais un jour, il s'est distrait, et je me suis échappée. La femme du parc ? Elle m'a sauvée. Elle m'a soignée. Elle m'a amenée ici. Nous aidons d'autres femmes. Mais nous ne pouvons pas nous montrer. Pas encore. Pas tant que quelqu'un ne les arrête pas. Estla la regarda avec des larmes brûlantes. Sais-tu ce que tu m'as fait croire ? Je sais. Mais j'avais peur. Je pensais que s'il me voyait avec toi, il te ferait du mal. Estla soupira. Elle caressa son visage avec tendresse. Ta fille a besoin de toi. Plus que jamais. Avant qu'elle puisse répondre, un cri éclata de l'extérieur. Estla. C'était Aguilar. Il courait vers la cabane. Derrière lui, 3 hommes armés descendaient d'un pick-up noir. Camilla poussa sa mère. Cache-toi. Estla voulut courir vers Luciana, mais elle n'y parvint pas. L'un des hommes la saisit par derrière. Non. Lâchez-moi. Marcelo apparut depuis le pick-up. Son visage n'avait plus de masque. Juste de la fureur. Tu pensais pouvoir jouer avec moi ? Luciana est avec moi. Tu ne vas pas la toucher. Marcelo la regarda avec une froideur brutale. Tu ne décides plus de rien. Estla lutta. Elle cria. Mais tout devint sombre. Et alors, le silence engloutit tout à nouveau. Et le cauchemar venait de commencer. Estla se réveilla avec le cou engourdi et la bouche sèche. Ses yeux étaient bandés, les mains attachées avec quelque chose de rugueux qui lui coupait la peau, et un nœud dans l'estomac qui n'était pas seulement la faim. L'air sentait l'humidité, l'enfermement, l'abandon. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais elle sentait que le monde avait continué à tourner sans elle. Elle tenta de parler, mais sa gorge émit seulement un gémissement rauque. Une porte s'ouvrit au loin. Le bruit du métal grinçant se mêla à des pas lents. Puis, une voix familière, chargée de haine mal dissimulée, remplit l'espace. Ne crie pas. Personne ne peut t'entendre ici. Marcelo. Estla sentit un frisson glacial lui remonter le dos. Elle voulut crier, cracher la colère contenue dans sa poitrine, mais son corps ne répondait pas encore complètement. Elle était affaiblie, étourdie, mais pas brisée.
Marcelo l'observait depuis un coin de la pièce. Il ne portait plus sa chemise repassée habituelle ni son parfum élégant qui le caractérisait. Sa barbe était longue, son visage marqué par les cernes, et ses yeux comme des poignards enflammés. Il ne faisait plus semblant. Il ne jouait plus au beau-père exemplaire. Maintenant, c'était lui, cru, malade, nu dans sa misère. « Dis-moi ce que la police sait, exigea-t-il. Je veux les noms, les mouvements, les documents. Je sais que tu parles à ce fichu commissaire. » Estla ne répondit pas. Elle le regarda avec un mépris sec, sans peur. Ce silence suffit à déclencher sa fureur. Elle donna un coup de pied à une chaise proche et cria. « Tu crois que ça ne concerne que ta fille? Tu te crois spéciale? Il y en a des dizaines comme elle. Des femmes que personne ne cherchera parce qu'elles sont nées pauvres, parce que leurs parents sont morts, parce qu'elles n'ont pas de nom de famille. Toi et ta fille n'êtes rien d'autre qu'une gêne pour moi. » Estla sentit la colère monter de sa poitrine. Le même homme qui un jour lui avait tendu la main avec un sourire devant l'autel était maintenant le bourreau de sa fille. « Où est Camila ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Marcelo s'approcha. Il se baissa jusqu'à hauteur de ses yeux. Sa respiration était dense, chargée d'arrogance et de défaite. « Camila est morte, dit-il, mais sa voix était fissurée. Estla ne le crut pas. Il le remarqua. Et cela le fit vaciller. « Tu ne comprends pas? Je ne l'ai pas tuée, je l'ai juste livrée. Elle s'est rebellée. Elle est devenue un problème. Maintenant, elle doit être très loin, tu sais. Peu importe. » À ce moment, le son d'un portable vibrant coupa la tension. Marcelo sortit son téléphone de sa poche et regarda l'écran. Il fronça les sourcils. C'était un numéro inconnu. Il hésita, mais décrocha. « Qui parle ?» Une voix masculine répondit calmement, mais avec autorité. « Je suis le commissaire Aguilar. Nous savons où vous êtes. Ne faites plus d'erreurs. Libérez Estla et rendez-vous. » Marcelo pâlit. Il raccrocha immédiatement. Estla le regarda avec une lueur allumée dans les yeux. « C'est fini, chuchota-t-elle. » Marcelo la gifla. Pas avec une force brutale, mais avec une rage désespérée. C'était un coup porté davantage à l'ego qu'au corps. Puis il sortit de la chambre et ferma à clé. Pendant ce temps, Aguilar parcourait les bords de la route rurale avec son équipe. Ils utilisèrent la localisation du portable de Marcelo pour trianguler la zone. Un technicien détecta un signal près d'une construction abandonnée, où autrefois se trouvait un magasin agricole. C'était une structure en béton gris, avec des graffitis anciens et des portes rouillées. Parfait pour cacher quelque chose que personne ne veut voir. « Tu es sûr qu'elle est ici ?» demanda un des agents. « Elle est là. »« Je le sais, » répondit Aguilar. Ils avancèrent silencieusement, contournant la structure. À l'intérieur, Marcelo fouillait des papiers, détruisait des documents, déchirait des dossiers. Il avait un sac noir dans lequel il gardait ce qu'il considérait précieux, photos, enveloppe avec de l'argent, un carnet rouge et une clé USB. Aguilar entra en premier. Silencieux comme une ombre, il leva son arme et visa. « Ne bouge pas, Marcelo. »« Police !» Marcelo se retourna avec le sac à la main. Il tenta de s'échapper par la porte arrière, mais un autre agent était déjà là. Il fut coincé. Son visage se déforma sous la panique. « Vous ne m'attraperez pas pour ça. Pas après tout ce que j'ai fait pour eux. »« Pour qui ?» demanda Aguilar en s'approchant. Marcelo sourit avec cynisme. « Tu crois que je suis le seul ? Je ne faisais que le sale boulot. Tu sais combien de gens j'ai protégés par mon silence ? Si je tombe, d'autres tomberont. » Il tenta de saisir sa taille, mais ne réussit pas à sortir quoi que ce soit. Il fut maîtrisé en quelques secondes et menotté. Aguilar courut à l'intérieur du lieu. Il trouva Estla dans une pièce sombre, les mains liées. Il la libéra rapidement. « Ça va ?» Estla le regarda, les yeux pleins de larmes. Elle hocha la tête. « Camila est vivante. »« Je le sais. » Aguilar la prit par le bras et la sortit pendant que les autres agents sécurisaient la zone. Marcelo, au sol,
continuait de crier. Rien de tout cela ne servira. Vous n'avez aucune preuve. À ce moment-là, un des officiers sortit avec le sac que Marcelo avait tenté d'emporter. Aguilar l'ouvrit sur place. La première chose qu'il vit fut une enveloppe scellée avec du ruban adhésif. À l'intérieur, une carte mémoire. Le technicien de la police l'inséra dans un appareil et chargea le fichier. C'était une vidéo. Un enregistrement de basse qualité, réalisé avec une caméra domestique. À l'écran apparut le visage de Camila. Elle avait des ecchymoses, les yeux gonflés, mais elle était consciente. Assise devant un mur de béton, elle regardait directement l'objectif. Si tu vois ça, maman, cela signifie qu'il m'est arrivé quelque chose. J'ai tout découvert. Il n'est pas qui il prétend être. Ne laisse pas Luciana seule. Pardonne-moi de ne pas t'avoir prévenu plus tôt. J'ai essayé, je jure que j'ai essayé de m'en sortir, mais j'avais peur. Peur qu'il soit blessé. Toi. Ma fille. À l'arrière-plan de la vidéo, on pouvait distinguer un symbole peint sur le mur, un cercle avec 2 lignes croisées. Aguilar fronça les sourcils. Il l'avait déjà vu. C'était le même symbole gravé sur l'un des murs du refuge rural où ils avaient trouvé Camila. Estela le reconnut immédiatement. C'est l'endroit. Elle était là. Aguilar ordonna un retour immédiat. Camila aurait pu fuir à nouveau. Ou pire, être capturée une fois de plus. Le trajet du retour fut tendu. Chaque minute pesait. Arrivés au refuge, ils le trouvèrent vide. La gardienne avait également disparu. Seuls les enfants restaient, enfermés dans l'une des chambres, protégés mais effrayés. Sur l'une des tables de la salle à manger, une lettre manuscrite adressée à Estela. « Maman, je sais que tu es venue pour moi. Pardonne-moi de ne pas être restée. Je ne pouvais pas te mettre à nouveau en danger. Je me suis cachée trop longtemps. Maintenant je sais que je dois parler, mais je dois le faire en toute sécurité. Je prendrai soin de Luciana depuis l'ombre jusqu'à ce que tout cela soit terminé. Je ne laisserai personne m'arracher ce qui reste de ma vie. Pardonne-moi. Je t'aime. » Estela ne put s'empêcher de pleurer. Pas de peur, mais de soulagement, d'espoir et aussi d'impuissance. La lutte n'était pas terminée. Mais Camila respirait encore. Marcelo fut conduit dans une cellule de haute sécurité. Lors des interrogatoires, il mentionna des noms, personnes au pouvoir, juges, politiciens, entrepreneurs finançant le réseau. Sa confession n'était pas complète, mais suffisante pour déclencher une enquête nationale. Estela, pour sa part, rentra chez elle avec Luciana. Elle promit que tout irait bien. Et pour la première fois, la petite fille dormit toute la nuit sans crier. Mais le symbole sur le mur, les paroles de Camila, le silence du refuge, tout indiquait que le mal était encore vivant. Il s'était seulement caché. Il attendait. Et Estela, désormais plus forte que jamais, savait qu'elle ne se reposerait pas avant de voir sa fille libre, complètement. Pas à moitié vivante. Pas dans l'ombre. Mais debout, la tête haute, comme elle le méritait. Car la vérité avait déjà un visage. Et ce visage portait son sang. Estela n'avait pas besoin de preuves, ni de documents, ni d'enregistrements. Au plus profond de son cœur de mère, elle savait déjà, Camila était vivante. Sa fille ne respirait pas seulement, elle avait eu le courage de disparaître pour les protéger. Elle. Luciana. Elle-même. Cette même aube, avec les premières lueurs du jour traversant l'horizon, Aguilar et Estela retournèrent dans la zone rurale. Le silence du matin accompagnait le bruit des roues de la voiture sur le chemin de terre. La tension était palpable, mais une certitude différente flottait entre eux. Cette fois, ils ne cherchaient pas un cadavre ni une tombe. Ils cherchaient la vie. Estela ne clignait pas des yeux. Dans son sac, elle portait la lettre que Camila avait laissée sur la table du refuge, écrite d'une écriture tremblante qui conservait encore la douceur des petits mots qu'elle laissait dans la cuisine. Dans son cœur, elle portait la promesse de la retrouver. Ils arrivèrent au refuge avec précaution. De l'extérieur, il semblait identique. L'affiche usée. Les murs en bois, vieux mais dignes. Une rangée de vêtements d'enfants accrochés au soleil. Mais cette fois, il y avait du mouvement.
Une silhouette balayait la cour lentement. Ce n'était pas la gardienne qu'ils avaient vue auparavant. C'était une autre femme. Sa peau était tannée, ses mains fermes et son regard de ceux qui ont vu plus de choses qu'on ne peut en dire. Aguilar se présenta d'une voix ferme, carte d'identité en main. Nous cherchons Camila Ramirez. Nous savons qu'elle a été ici. Sa mère est avec nous. La femme les regarda en silence pendant quelques secondes qui semblèrent des heures. Puis elle hocha la tête et dit: Entrez. Elle veut vous voir. Estla sentit ses jambes fléchir. Elle franchit le portail avec un mélange d'émotion, d'anxiété et de peur. Car une chose était de savoir que sa fille vivait. Une autre était de la revoir. Elle ne savait pas si elle la trouverait le visage brisé, si elle l'embrasserait en silence ou si sa fille voudrait même lui parler à nouveau. Le traumatisme, elle le savait bien, vole parfois même les mots. Ils se dirigèrent vers une petite maison derrière le refuge, séparée du reste. La femme qui les accompagnait frappa doucement à la porte puis l'ouvrit sans attendre de réponse. À l'intérieur, l'air sentait le thé à la menthe et la terre humide. Il y avait une table en bois, quelques vieux livres, un miroir sans cadre. Et assise près de la fenêtre, dos à l'entrée, elle était là. Camila. Maigre. Plus pâle. Les cheveux coupés de manière irrégulière. Mais c'était elle. Et quand Estla murmura son nom, sa fille se tourna lentement. Elle la regarda dans les yeux, et ce fut comme si le monde s'arrêtait un instant. Maman. La voix de Camila était douce, blessée, mais vivante. Estla ne dit rien. Elle ne courut pas. Elle ne cria pas. Elle marcha lentement jusqu'à elle, les larmes coulant sans contrôle, la serra dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte dramatique ni désespérée. C'était une étreinte lente, serrée, comme si en la touchant elle voulait s'assurer que c'était réel, que ce n'était pas un autre rêve brisé. Je t'ai attendu, murmura Estla contre son cou. Camila ferma les yeux. Moi aussi je t'ai attendu. Tous les jours. Aguilar observa en silence depuis la porte. Il n'interrompit pas. Il savait qu'à cet instant, aucun rapport ni procédure n'était plus important que cette réunion. Quelques minutes plus tard, tous assis autour de la table, Camila commença à parler. Sa voix était faible au début, mais elle gagna peu à peu en force. Elle raconta tout. Elle raconta comment Marcelo l'avait emmenée au centre communautaire sous prétexte qu'il pourrait l'aider à trouver un emploi. Comment les entretiens semblaient normaux au début, mais ensuite la pression commença. Comment ils lui proposèrent des cours, puis lui prirent le téléphone, les documents et enfin l'isolèrent. Elle raconta qu'à la 3e semaine, quand elle voulut arrêter de venir, Marcelo changea. Il commença à contrôler ses horaires, ses déplacements, la menaçant d'emmener Luciana si elle ne coopérait pas. Je ne comprenais rien. Je pensais que ce n'était qu'un centre d'assistance. Jusqu'à ce que j'entende une femme pleurer dans une pièce fermée. Je la suivis. Je découvris une liste. Un fichier. Nom, date, photo. Tout très organisé. C'étaient des femmes comme moi. Seules. Avec des enfants. Certaines sans famille. Toutes classées comme aptes. Estla se couvrit la bouche avec les mains. Elle ne voulait pas interrompre, mais les larmes ne s'arrêtaient pas. Quand Marcelo découvrit que j'avais trouvé les fichiers, il me frappa. Il m'enferma dans le sous-sol de notre maison. Il me laissa des jours sans nourriture. On m'obligea à signer des papiers que je ne comprenais pas. Une fois, j'ai pensé qu'il allait me tuer. Mais une nuit, la serrure n'était pas bien fermée. Je m'échappais. Je courus dans les rues jusqu'à ce qu'une femme me trouve. C'était une ancienne victime. Elle m'a amené ici. Aguilar prenait des notes, enregistrait et hochait la tête. Mais il le faisait avec le visage durci. Camila n'était pas la seule. S'il existait un réseau aussi bien organisé, ce qui se trouvait en dessous était beaucoup plus profond. Camila leva les yeux vers lui. Il y a des politiciens. Des juges. Des policiers. Ce n'est pas seulement Marcelo. Il était l'intermédiaire. Celui qui captait, domestiquait, préparait. Mais derrière, il y a des hommes aux noms intouchables. Peux-tu donner des noms? Certains. D'autres,
Je ne reconnais que de vue. Ils ne donnaient jamais leur vrai nom. Mais je peux te dire qui dirigeait le centre. Elle prononça un nom. Un homme respecté dans la ville. Directeur de campagne de prévention, porte-parole des droits sociaux, même récompensé par la municipalité comme héros communautaire. Aguilar n'en revenait pas. Tu es sûr? Je l'ai vu. Plusieurs fois. Il entrait et sortait. Toujours avec une liste. Et demandait toujours les nouvelles. Ce même jour, Aguilar activa l'opération. Il appela le procureur national. Il bougea des fils qui étaient emmêlés depuis des années par la peur, les pots de vin et les menaces. En moins de 24 heures, des raids eurent lieu à plusieurs endroits. Tombèrent des directeurs du centre, des médecins qui signaient de faux certificats, des avocats qui créaient de fausses identités. Tombèrent des fonctionnaires, du personnel de sécurité privée, des comptables, des psychologues. Mais le plus choquant fut ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur d'un des bureaux principaux du centre communautaire, une salle secrète. Cachée derrière un mur coulissant, sans fenêtre, avec des caméras, des dossiers, des enregistrements et une fresque peinte avec le même symbole que Camila avait vu pendant sa détention. C'est ici que naissaient les secrets, dit Aguilar en observant les visages des femmes sur les écrans. C'est ici qu'elles étaient transformées en marchandises. Les nouvelles éclatèrent comme une bombe. Tout le pays frissonna en découvrant que derrière une institution supposée exemplaire se cachait un réseau qui vendait des corps, contrôlait des volontés et détruisait des vies. Pendant ce temps, dans le refuge rural, Luciana jouait dans le jardin sans savoir que le monde changeait. Mais quand Camila sortit dans la cour, le visage baigné de larmes et les bras ouverts, la fillette s'arrêta. Elles restèrent à se regarder. La fillette lâcha le jouet qu'elle tenait. Elle courut. Elle se jeta dans les bras de sa mère avec la force de celle qui a trop attendu. « Maman, maman !» Camila l'embrassa de tout son corps. Elle pleurait, riait, l'embrassait. « J'ai promis de revenir pour toi, murmura-t-elle en caressant ses cheveux. Et me voilà, mon amour. Me voilà. Estela les regardait depuis la porte. Elle ne pleurait plus. Elle ne tremblait plus. Elle les regardait simplement. Avec l'âme en paix. Le soleil descendait à l'horizon. Un nouveau jour naissait pour toutes. Pas sans blessure. Pas sans cicatrice. Mais avec la vérité sur la table. Parce qu'il y a des secrets qui naissent dans l'obscurité, mais qui ne peuvent y vivre éternellement. Et la justice, lorsqu'elle marche main dans la main avec l'amour, est plus forte que tout réseau de pouvoir. Un mois s'était écoulé. 30 jours exacts depuis que la vérité avait cessé d'être un soupçon pour devenir une plaie ouverte que personne ne pouvait ignorer. Les journaux parlaient de corruption, de trafic d'influence, de réseaux cachés dans des institutions respectées. Mais derrière les titres, dans une petite maison aux murs usés, vivait la partie la plus réelle de tout cela, une mère avec des cicatrices sur le corps et l'âme, une grand-mère qui n'avait plus peur de lever la voix, et une fillette qui retrouvait enfin le sommeil sans serrer les poings sous l'oreiller. Camila s'était transformée. Non seulement dans son apparence, mais dans son esprit. Elle n'était plus la femme qui craignait de regarder les autres dans les yeux. Elle se levait chaque matin avec une liste de tâches collées au réfrigérateur, répondait aux emails, donnait des interviews, parlait dans des groupes de soutien. Son histoire avait touché des cœurs et ouvert des portes. Ce qui, un mois auparavant, était honteux, était maintenant un cri ferme qui résonnait à la radio, sur les médias numériques et dans les salles d'attente. Elle ne parlait plus seulement pour elle. Elle parlait pour celles qui n'avaient pas pu, pour celles qui n'étaient pas encore apparues, pour celles que personne ne nommait. Estela l'observait avec fierté depuis la cuisine, en préparant le petit déjeuner. Ses mains ne tremblaient plus. Elle n'hésitait plus à ouvrir la porte ou à répondre au téléphone. Sa fille était vivante, et cela suffisait pour que tout le reste fasse un peu moins mal. Luciana, pour sa part, courait dans la maison pieds nus, inventant des chansons, dessinant des maisons avec des toits très hauts, tous remplis de fenêtres et de grands arbres. Dans ses dessins, il n'y eut plus jamais de sous-sol. Dehors, le monde continuait de tourner. Beaucoup des responsables avaient été arrêtés, mais le directeur du centre continuait de tout nier, affirmant avoir été victime d'une campagne de diffamation. Plusieurs entrepreneurs furent exposés pour des transactions occultes, mais un seul avait été condamné. Marcelo,
le nom qu'ils ne pouvaient encore prononcer sans que leur poitrine se durcisse, restait en fuite. Disparu depuis le jour où il avait été transféré pour la dernière fois sous escorte. Le rapport disait qu'il s'était échappé sur une route secondaire après un accident avec la patrouille qui le transportait. D'autres disaient que quelqu'un l'avait aidé. Les théories se multipliaient, mais la vérité était qu'il n'apparaissait pas. Camilla essayait de ne pas penser à lui, mais la peur ne disparaît pas toujours quand on le souhaite. Parfois, elle se cache derrière les rideaux, dans le grincement d'une porte, dans un regard étrange dans la rue. Estla le savait. C'est pourquoi elle ne la laissait jamais seule. C'est pourquoi chaque nuit, elle vérifiait 2 fois si les fenêtres étaient fermées. Ce matin-là, Aguilar a appelé. Il avait été en contact tout le temps, suivant chaque étape du processus judiciaire, protégeant la famille comme si elle était la sienne. « J'ai des nouvelles », dit-il. Ils n'ont pas trouvé Marcelo, mais l'un de ses complices est prêt à parler. Il veut un accord. Il dit savoir où il le cache. Estla écouta attentivement. Camilla ne bougea pas. Aucun geste. Elle baissa simplement les yeux. « Veux-tu que je fasse quelque chose ?» demanda Aguilar. « Pas pour l'instant, » répondit Camilla. « Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste qu'il ne fasse de mal à personne d'autre. » Je comprends. Mais tu mérites la justice. Je l'ai, répondit-elle en regardant Luciana, qui à ce moment courait avec une fleur à la main. Elle est ma justice. Aguilar n'insista pas. Il savait que c'était une réponse plus puissante que n'importe quelle sentence. Cet après-midi-là, Camilla fut invitée à donner une conférence dans un petit centre communautaire qui recommençait, avec de nouvelles règles, de nouveaux visages, de nouvelles intentions. Le lieu avait été nettoyé, repeint, renommé. Refuge Candelaria. Camilla entra avec un dossier dans les mains et un nœud dans la gorge. Les murs n'étaient plus gris. Les couloirs ne sentaient plus le confinement. Mais les souvenirs étaient encore là, comme des fantômes silencieux. Elle parla pendant 40 minutes. Sa voix ne trembla pas une seule fois. Personne ne doit avoir peur de demander de l'aide. Personne ne doit se taire par honte. Et si quelqu'un vous dit que vous ne valez rien, souvenez-vous de ceci, les femmes ne sont pas nées pour être réduites au silence. Nous sommes nées pour soutenir des mondes. Les applaudissements ne furent pas forts. Ils furent doux, contenus. Mais sur ces visages, il y avait quelque chose de plus important que l'admiration, l'espoir. Ce soir-là, de retour à la maison, Camilla trouva une bougie allumée sur la table. Estla la regarda calmement. Aujourd'hui, cela fait exactement 1 an que tu as disparu. Camilla avala sa salive. Elle s'assit à côté d'elle. Je me souviens de tout, dit-elle. L'odeur du sous-sol. L'humidité. Les nuits sans nom. Parfois, je me demande comment je suis encore là. Parce que tu es né pour quelque chose de plus grand, dit Estla. Parce que ce que tu as vécu, n'a pas été en vain. Camilla ne répondit pas. Luciana entra à ce moment-là, en pyjama à étoiles, pieds nus comme toujours. Elle monta sur les genoux de sa mère. Allons allumer une bougie pour celles qui ne sont pas revenues? Oui, mon amour, répondit Camilla. Parce qu'elles méritent elles aussi d'être rappelées. Elles sortirent dans le jardin. Le ciel était dégagé. Les étoiles pendaient comme si elles voulaient aussi écouter. Estla sortit 3 petites bougies. Elle les posa sur une vieille table en bois. Luciana alluma la première avec l'aide d'une allumette. Camilla alluma la deuxième. Estla, la troisième. Elles les regardèrent en silence. Chaque flamme était une histoire. Un visage. Une mère. Une sœur. Une fille. Des femmes sans nom dans des archives froides. Des femmes que personne n'est allé chercher. Mais ce soir-là, pendant quelques minutes, elles n'étaient pas oubliées. Elles étaient lumière. Camilla rompit le silence. Je ne sais pas si un jour ça cessera de faire mal. Mais je veux que ce que j'ai vécu, serve à ce que d'autres ne passent pas par la même chose. Estla prit sa main. La serra avec affection, comme elle le faisait quand elle était enfant. Il n'y a pas de pire prison que le silence, dit-elle. Et il n'y a pas de plus grande force que l'amour d'une mère. Luciana les regarda toutes les deux. Elle s'installa sur les genoux de sa mère et chuchota. Puis-je faire un vœu?
Bien sûr, répondit Camilla. Que tu ne partes plus jamais. Camilla la serra fort, le cœur ouvert. Plus jamais, ma chérie. Plus jamais. Et ainsi, tandis que les bougies continuaient de brûler sous le ciel, une famille réparée par la douleur trouvait sa façon d'avancer. Pas avec l'oubli. Pas avec la résignation. Mais avec la mémoire, la lutte et l'amour. Parce qu'il y a des blessures qui ne se referment jamais. Mais il y a aussi des câlins qui guérissent tout. Et ce fut, le dernier câlin. Le plus nécessaire. Le plus profond. Celui qui a rendu leur âme. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et faites partie du changement. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous dans une situation similaire? D'où nous regardez-vous? Nous aimerions le savoir. Beaucoup de personnes traversent des situations similaires. Nous espérons que la voix d'Estla vive dans votre cœur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis et votre famille en signe de soutien. Cela nous motive à continuer de raconter des histoires émouvantes chaque jour. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui va bientôt apparaître sur votre écran. Cliquez sur les liens qui apparaissent maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Un câlin.